Paris, en automne. Un manoir centenaire au cœur de la ville lumière, où les secrets de famille sont sur le point d'éclater. Les pneus crissèrent doucement sur les pavés de la rue Saint-Dominique, résonnant dans l'après-midi grisâtre de Paris. Élodie Moreau, 32 ans, était au volant de sa vieille Renault Clio, le cœur lourd mais le regard déterminé. Elle s'arrêta devant le portail en fer forgé du manoir Moreau, un imposant édifice du XIXe siècle, fier et discret au cœur du prestigieux 7e arrondissement. Des Range Rover, Porsche et Maserati brillaient sur l'allée en arc de cercle, reflétant les derniers rayons du soleil. L'arrivée de la modeste Clio semblait tacher le tableau parfait que la famille Moreau entretenait depuis des décennies. La porte en bois sculpté s'ouvrit, révélant un grand hall au sol de marbre et un lustre en cristal étincelant. Élodie entra, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre qui tranchait avec l'opulence étouffante du lieu. Chaque pas la rapprochait des talons aiguilles pressés de ses cousines, et déjà, des rires moqueurs s'élevaient, des regards balayant son allure de haut en bas. Élodie, toujours, aussi modeste, n'est-ce pas? Lança Clarisse, sa cousine de 3 ans son aînée, d'une voix mielleuse mais acérée, les yeux fixés sur son vieux sac Zara. De l'autre côté du hall, l'oncle Roland, monarque autoproclamé de la lignée Moreau, se tenait droit dans son costume sur mesure Savile-Row, les bras croisés et un sourire teinté de pitié. Il inclina légèrement la tête, sa voix grave résonna dans l'espace. « Paris a changé, mais pas toi. Tu devrais apprendre à profiter des fruits du nom Moreau, au lieu de t'enfermer dans une humilité si extrême. » Ces paroles apparemment courtoises, ces sourires polis, étaient des lames dissimulées. Pourtant, au lieu de baisser la tête, Élodie leva le menton, ses yeux bruns brillant d'une lueur de défi. Elle savait qu'au-delà des flûtes de champagne et des Bentley lustrés, la véritable essence de la famille s'était perdue. Et ce soir, dans ce manoir qui fut jadis le symbole de la grandeur de Madeleine, elle commencerait à dévoiler les cartes qu'elle préparait patiemment depuis plus de 10 ans. Dans le grand salon, des portraits des ancêtres Moreau ornaient les murs, le regard sévère semblant juger quiconque osait franchir le seuil. C'est ici même qu'Élodie avait entendu, enfant, les récits de sa grand-mère Madeleine sur l'ascension fulgurante de la famille. En 1921, l'arrière-grand-père Marcel Moreau commença avec une modeste somme obtenue en vendant une boulangerie à Montmartre. Doué d'un instinct rare, il acheta d'anciens immeubles le long de la Seine, à l'aube d'un Paris renaissant après la guerre. À partir de quelques appartements, l'empire Moreau prit forme, devenant l'une des familles les plus influentes dans l'immobilier parisien. « Mais la richesse n'est pas faite pour être exhibée », murmurait souvent Madeleine à Élodie, alors qu'elles étaient assises près de la fenêtre de la bibliothèque, observant les roses éclatantes du jardin. L'argent n'est qu'un outil. Utilise-le pour offrir des opportunités, pour créer la sécurité, pour toi et pour les autres. La véritable richesse est invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas où regarder. Ces mots résonnaient en Élodie chaque fois qu'on se moquait de son apparence modeste. Car si sa famille avait oublié cet héritage, elle porterait la flamme. Dans la lueur chaude des lampes en laiton, elle revoyait la jeune fille qu'elle avait été, absorbée à apprendre à déchiffrer des bilans financiers aux côtés de sa grand-mère, des leçons qu'aucune université n'aurait pu lui offrir. Le carillon sonna 6 heures, emplissant le hall de ses vibrations solennelles. Élodie inspira profondément. Ce soir, ceux qui pensaient tenir toutes les cartes allaient découvrir qui avait réellement hérité de la sagesse de Madeleine. Par une après-midi d'hiver, alors qu'une bruine froide enveloppait Paris, Élodie se tenait immobile devant 2 cercueils alignés dans l'église Saint-Sulpice. Ses parents venaient de disparaître à jamais dans un accident sur la route du retour de Deauville. Les accords graves de l'orgue résonnaient dans la nef, accompagnant le chagrin sans fond qui étreignait la jeune fille de 15 ans. Ce soir-là, Élodie fut ramenée au manoir Moreau.
Dans le salon silencieux, Madeleine l'attendait près de la cheminée, un châle gris posé sur ses épaules frêles. Son visage restait impassible, mais ses yeux reflétaient une tristesse abyssale. Elle ouvrit les bras, attirant Élodie contre elle, sa voix douce mais empreinte d'une force tranquille. « Tu n'as plus tes parents, mais tu m'as moi, et tu n'auras jamais à craindre de rester seule. » Dès cet instant, Élodie devint la seule élève de sa grand-mère. Chaque soir, après un dîner servi sur la grande table en chêne, Madeleine étalait des journaux financiers, des graphiques de marché, et elles discutaient ensemble des fluctuations boursières, des prix de l'immobilier dans les arrondissements de Paris. « Ne te précipite jamais, Élodie », répétait-elle souvent en tapotant son vieux carnet d'investissement en cuir. La patience est la plus précieuse des richesses pour un investisseur. Souvent, lorsque la maison s'endormait, la lumière chaude de la bibliothèque restait allumée jusqu'à tard, éclairant les silhouettes attentives des deux Moreau concentrés sur leur tableau. Ces nuits d'apprentissage forgèrent en Élodie une vision que personne, pas même ses cousins arrogants, n'aurait pu soupçonner. Les notes d'une air de jazz s'échappaient de la grande salle de réception quand Élodie traversa le couloir, croisant ses cousins. Des visages altiers, flûtes de champagne à la main, échangeant des anecdotes sur leurs vacances à Courchevel ou leur dernière montre suisse. Louis, l'aîné des cousins, avait reçu une Porsche Cayenne pour ses 18 ans. Margot, la Benjamine, était devenue une figure des soirées mondaines du 16e arrondissement, connue pour ses fêtes dignes des stars du cinéma. Chaque anniversaire était prétexte à des cadeaux extravagants. Voitures de luxe, sacs Hermès, montres Rolex, autant de preuves clinquantes de leur rang. Pendant ce temps, Élodie continuait de conduire sa vieille Renault Clio, dernier souvenir de son père, que Madeleine avait fait réparer avec soin après l'accident. Elle portait un manteau de laine sobre et plaçait chaque centime économisé grâce à ses petits boulots dans des fonds prudents, des obligations ou des parts de vieux immeubles des 11e et 12e arrondissements, des quartiers que personne ne jugeait dignes d'intérêt. « Élodie, tu ne te fatigues pas à compter tes sous ?» lança un jour Margot, la voix sucrée mais le regard acéré, en observant ses ballerines usées. Mais Élodie se contenta de sourire, car elle savait que derrière les phares brillants des Bentley, derrière l'ostentation éblouissante, se cachaient des dettes colossales et une dépendance absolue à l'héritage familial. Elle possédait ce qu'il ne comprendrait jamais, la liberté. Le jour de ses 21 ans, Élodie n'acheta pas de montre Cartier comme Margot, ni n'organisa de fêtes grandioses à Saint-Tropez comme Louis. À la place, elle signa le premier acte d'achat de sa vie, un duplex vétuste dans le 11e arrondissement, acquis via la SARL que Madeleine l'avait aidé à créer. Ce vieil appartement, avec son escalier grinçant et ses murs jaunis par le temps, fut la première graine semée. Durant les 3 années suivantes, Élodie poursuivit discrètement ses acquisitions. Un petit immeuble près de la place de la Bastille, 2 boutiques délabrées dans le 12e, plusieurs studios dans des quartiers encore jugés douteux par la bourgeoisie parisienne. Toutes ces propriétés étaient enregistrées sous différentes sociétés, gérées par le notaire de confiance de Madeleine. À 28 ans, Élodie possédait déjà 12 appartements et 3 immeubles commerciaux, tous situés dans des zones en pleine transformation. Leur valeur ne cessait de croître, mois après mois, sans que personne, et surtout pas ses cousins méprisants, ne le remarque. À chaque fois qu'on se moquait de son petit studio, Élodie se rappelait ces mots de sa grand-mère. « Tu n'as pas besoin que les autres sachent ce que tu possèdes. Il suffit que toi, tu saches ce que tu construis. » Par un après-midi de printemps, dans son petit bureau baigné de soleil près du canal Saint-Martin, Élodie étudia minutieusement les clauses d'achat d'un immeuble de 7 étages dans le 7e arrondissement, la résidence chic où Margot, Louis et 2 autres cousins habitaient. Le propriétaire, un homme d'affaires âgé sans héritier, cherchait à vendre discrètement pour ne pas affoler les locataires. Par l'intermédiaire de la SARL Horizon,
Élodie entama des négociations dans la plus grande confidentialité, s'appuyant sur le réseau du notaire de Madeleine. L'accord fut signé en 3 semaines pour 28 millions d'euros. Personne, pas même les membres de sa famille logeant dans l'immeuble, ne soupçonnait qu'Horizon n'était autre qu'Élodie elle-même. Aussitôt la vente conclue, elle lança discrètement la rénovation de l'ascenseur, l'installation de caméras dernier cri et la remise en état des couloirs, le tout orchestré de façon à ne pas éveiller de soupçons. Chaque fois que Margot râlait contre le bruit des perceuses le matin ou que Louis pestait contre la nouvelle obligation d'enregistrer les visiteurs, Élodie se contentait de sourire en entendant leurs plaintes au détour des conversations familiales. Car nul ne savait que la jeune femme qu'ils méprisaient depuis des années dirigeait désormais le bâtiment qu'ils appelaient chez eux. Au dernier coup du carillon résonnant dans le grand hall, Élodie entre dans la salle de réunion principale, où l'oncle Roland avait rassemblé presque toute la famille. Sur l'immense table en acajou, parmi les verres de cognac ambré, trônait un dossier soigneusement préparé. Le plan de vente du manoir Moreau à un promoteur immobilier international. Des plans luxueux étaient étalés sur la table, une tour de verre et d'acier, un rooftop avec piscine à débordement, une entrée pavée de marbre. Aucun vestige de la demeure centenaire où Madeleine apprenait à sa petite-fille à déchiffrer un bilan financier. Nous sommes assis sur un terrain qui vaut au minimum 45 millions d'euros, déclara Roland d'une voix grave, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Il serait insensé de conserver une vieille maison comme musée familial alors que le profit est à portée de main. Margot, jambes croisées, esquissa un sourire narquois en croisant le regard d'Élodie. Louis, lui, demanda avec un enthousiasme mal dissimulé. « Et combien chacun recevrait-il si on vend ?» L'atmosphère était épaisse, saturée de convoitise. Élodie resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Elle comprit, plus que jamais, que sa famille avait trahi l'héritage moral de Madeleine. Ce soir-là, la bataille pour préserver l'âme de la famille venait de commencer. « Élodie, tu conduis toujours cette pauvre Renault ?» lança Margot d'une voix mielleuse, un mépris glacé brillant dans son regard. Un éclat de rire général résonna, sec et cruel, se répercutant sur les murs de pierre témoins de plusieurs siècles de grandeur familiale. Louis tapa sur la table en riant à gorge déployée. « Notre petite cousine fauchée, on devrait créer une association caritative, le fonds Élodie Moreau, qu'en dites-vous » Les plaisanteries acérées fusaient, chacune plus humiliante que la précédente. Une tante souffla d'une voix faussement compatissante. « Ma chérie, la famille Moreau a toujours pris soin de ses brebis égarées. N'hésite pas à demander de l'aide. » Sous la table, Élodie serrait les poings si fort que ses ongles marquaient sa paume. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage demeurait impassible. Elle savait, grâce à Madeleine, que céder à la colère n'apporterait que satisfaction aux railleurs. Elle releva le menton, balayant la salle d'un regard déterminé. Personne ne se doutait qu'en quelques jours, ce manoir serait ébranlé par une révélation qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Vers minuit, le manoir Moreau était plongé dans un silence sépulcral. La lune, haute et blanche, traversait la vieille fenêtre pour éclairer la chambre d'Élodie, où s'entassaient dossiers, contrats et carnets d'investissement sur le large bureau en chêne. Élodie, vêtue d'un pull léger, relisait chaque document avec une précision glaciale. Inventaire des 12 appartements, certificat de propriété des 3 immeubles commerciaux, dernières estimations de marché, tous soigneusement rangés dans la mallette en cuir qu'elle avait achetée pour ce jour décisif. À ses côtés, le vieux carnet de Madeleine était ouvert, laissant apparaître une écriture tremblante mais puissante. Le véritable succès n'a pas besoin de bruit. Il exige de la patience et le bon moment. À chaque signe de fatigue, Élodie effleurait les mots de sa grand-mère, comme pour puiser un peu de sa force. Elle savait que l'instant de révéler la vérité approchait.
Et lorsque la lumière serait faite, ceux qui la méprisaient jusque-là découvriraient une Élodie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Un léger tintement retentit quand la cuillère en argent d'Élodie effleura sa soucoupe. Tous les regards convergèrent vers elle, certains esquissant un sourire moqueur, persuadés qu'elle allait encore se justifier sur sa précarité. Mais Élodie resta inébranlable. Elle posa sa mallette en cuir sur la table et le déclic de la serrure résonna comme un coup de tonnerre. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité », déclara-t-elle d'une voix calme, mais ferme comme l'acier. Elle commença à distribuer les dossiers. Un pour Roland, un pour Margot, un pour Louis. Chaque chemise portait le nom de la société détentrice et la preuve officielle de propriété. La synthèse affichait sans ambiguïté une valeur nette dépassant les 73 millions d'euros. Les froissements de papier cédèrent vite la place à un silence épais. Margot blêmit, Louis balbutia, et Roland feuilletait les documents, la main tremblante. Puis Élodie posa sur la table le titre de propriété de l'immeuble où Margot et Louis habitaient. L'air sembla se figer. « Oui, cet immeuble m'appartient », énonça-t-elle lentement. « Et toutes les rénovations, tous les règlements que vous avez tant critiqués, c'était moi qui les décidais. » Il n'y eut plus un rire, seulement des regards sidérés, bouleversés, et la peur grandissante de ceux qui croyaient tout contrôler. Le bruissement du dernier dossier se fit entendre quand Élodie sortit les documents prouvant l'acquisition de la société Durand, détentrice de 35% des droits de vote au conseil de famille Moreau. Sa voix resta posée, mais chaque mot claquait comme un couperet. En devenant propriétaire de Durand, je détiens désormais 35% des droits de vote de notre famille, et selon nos statuts, toute décision sur les biens majeurs requiert au moins 70% d'accord. L'air sembla se figer. Roland restait pétrifié, Margot ouvrit la bouche sans qu'aucun son n'en sorte, et Louis devint écarlate de rage impuissante. « Je m'oppose fermement à la vente du manoir », déclara Élodie, son regard acier accrochant celui de chacun. « Je propose de transformer ce lieu en siège de la Fondation Madeleine, un fonds caritatif dédié à l'éducation financière des familles défavorisées. » Certains baissèrent la tête, d'autres s'échangèrent des regards paniqués. Jamais, dans toute l'histoire des Moreau, personne n'avait osé barrer la route de l'oncle Roland, jusqu'à ce jour. La salle de réunion était si silencieuse qu'on aurait pu entendre le tic-tac de l'horloge murale. Quelques minutes plus tôt, Élodie n'était que la petite cousine fauchée. À présent, chaque regard sur elle trahissait un mélange de crainte et d'admiration contrainte. Margot esquissa un sourire, mais il était si crispé qu'il en devenait grotesque. Feuilletant le dossier d'Élodie, elle lança d'une voix mielleuse le regard calculateur. « Élodie, tu es plus brillante que je ne le pensais. Peut-être pourrions-nous collaborer sur certains projets ?» Louis baissa la tête, les poings serrés, ses yeux flamboyants de jalousie. Roland, dont le visage ridé semblait inébranlable, trembla légèrement avant d'éclater d'un rire sec et sans joie. Je l'avais sous-estimée, cette petite. Au milieu de ses réactions intéressées, seule Claire, la cousine qui avait partagé avec Élodie des nuits d'études et des rêves secrets, s'avança, les larmes aux yeux, pour la prendre dans ses bras. « Tu l'as fait, Élodie », murmura-t-elle avec une émotion sincère. « Madeleine doit être si fière de toi. » Élodie serra la main de Claire, consciente plus que jamais de qui était sincère et de ceux qui n'étaient déjà plus que des ombres opportunistes. Au printemps suivant, une plaque « Fondation Héritage Madeleine » fut posée avec solennité à l'entrée du manoir Moreau. Le jardin de roses que Madeleine avait tant chéri refleurit de 1000 couleurs, l'allée de gravier fut soigneusement restaurée, et les rires d'enfants résonnèrent dans les salles désormais dédiées à des ateliers gratuits d'éducation financière pour des jeunes en difficulté venus de tout Paris. Chaque mur, chaque fenêtre du manoir fut conservé dans son état d'origine.
le salon de lecture, où Élodie passait autrefois ses soirées avec sa grand-mère, devint une bibliothèque communautaire où l'on pouvait emprunter des livres sur la gestion de budget, l'entrepreneuriat ou simplement trouver un havre de paix pour étudier. Peu à peu, les Parisiens commencèrent à appeler ce lieu la Maison des Opportunités, un espace qui, au-delà de la mémoire d'une grande famille, semait la connaissance pour un futur meilleur. Et chaque matin, Élodie se promenait dans le jardin de roses, murmurant à voix basse. « Grand-mère, j'ai réussi. J'ai transformé ton héritage en une force pour toute la communauté. » Par un après-midi de fin de printemps, Élodie s'assit sur le vieux banc en pierre du jardin de roses du manoir, la lumière dorée filtrant à travers le feuillage, illuminant le carnet de Madeleine ouvert sur ses genoux. Les pages jaunies étaient gravées de mots sur la patience, la sagesse, la vraie valeur de l'argent, des mots plus vivants que jamais. Élodie comprit alors que la richesse ne se mesure pas en voitures de luxe, ni en soirées fastueuses. La vraie richesse, c'est la liberté de vivre selon ses valeurs, d'avancer avec assurance sans avoir à se justifier auprès de quiconque. Elle leva les yeux vers le manoir, désormais devenu un lieu semant l'espoir pour les générations à venir, et esquissa un sourire serein. L'histoire d'Élodie se termina sans applaudissements, mais avec la paix profonde de celle qui avait prouvé la vérité essentielle. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans l'étalage, mais dans la patience silencieuse, jusqu'au moment parfait pour briller.